Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire autour de la mémoire et de la prise de notes dans la sclérose en plaques. Je suis Clémentine Castro, je suis neuropsychologue au réseau LORCEP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser directement par mail ou en commentaire si vous regardez cette vidéo depuis Facebook. Tout d'abord, les problèmes de mémoire concernent-ils tous les patients qui présentent une sclérose en plaques? Bonne question. Effectivement, ça ne concerne pas tous les patients. Cela va évidemment dépendre de la localisation des lésions cérébrales causées par la CEP. S'il y a des lésions dans la zone de la mémoire, on peut effectivement s'attendre à des problèmes de ce type. Par ailleurs, il va y avoir également différents facteurs d'influence, comme la fatigue, qui on le sait est l'un des principaux symptômes de la maladie. Également, il y aura le stress, les difficultés plutôt de morale, le sommeil, la charge mentale. Ce sera d'autant de facteurs qui vont se répercuter directement sur la mémoire. On peut ajouter d'autres symptômes liés à la maladie, comme par exemple des douleurs, des céphalées. Euh, Toutes ces choses-là viennent parasiter la mémoire au détriment des choses du quotidien. Et ensuite, nous avons également les habitudes de vie qui vont se répercuter dessus. Par ça, j'entends le sommeil, l'alimentation, une alimentation équilibrée, variée, végétale, va être favorisante pour les neurones. Également avoir une activité physique régulière, un sommeil plutôt également régulier. Toutes ces choses-là vont être bénéfiques. Et puis il y a également toutes les activités qui peuvent être effectuées, que ce soit des activités donc physiques comme on l'a dit, mais aussi cognitives, des activités de loisirs, la situation globale de la personne. Est-ce qu'elle est en situation de travail? Est-ce qu'elle va faire des activités de loisirs stimulantes? Voilà, c'est d'autant de facteurs, d'autant d'éléments du quotidien qui jouent beaucoup sur les fonctions cognitives et notamment la mémoire. Et ce qui est important de souligner, c'est que cet impact peut être présent chez un patient, mais de façon variable. Peut-être qu'à certains moments de la journée, ce sera moins intense que d'autres. Par exemple, il y a des personnes qui décrivent les difficultés davantage en fin de journée. Donc le matin, elles sont plutôt en forme et au fil de la journée, les difficultés vont venir s'accentuer. Ça, c'est également un élément important à prendre en compte. Il faut également noter qu'il existe plusieurs formes de mémoire. J'en ai mis quelques-unes sur le diaporama, mais il y en a bien d'autres. On peut tout d'abord parler de la mémoire de travail. Celle-ci, elle fonctionne un petit peu comme une jauge qui va venir se remplir au fil de la journée ou au fil de l'activité. Cette jauge-là peut venir vite saturer s'il y a trop d'informations, trop d'éléments. Comme on l'a vu juste avant, s'il y a une charge mentale importante, donc ça va être toutes ces choses à faire, retenir les rendez-vous, retenir le stress, des soucis qui vont être là en arrière-plan, mais que le cerveau va garder en mémoire et qui vont prendre de l'énergie, prendre de la place au détriment du reste. Cette mémoire de travail-là, c'est une mémoire plutôt du quotidien, de l'instant. Ça peut être par exemple celle-ci qui peut bugger quand on arrive dans une pièce. Mince, qu'est-ce que je voulais chercher? Ou qu'est-ce que je voulais dire? J'en étais où? Notamment si on est interrompu ou s'il y a du bruit autour de nous. Je fais une petite parenthèse. C'est une forme de mémoire qui est très sensible aux facteurs qu'on a évoqués avant. Donc, elle peut aussi être perturbée chez les personnes qui n'ont pas la sclérose en plaques. Dans la CEP, ça va être de façon plus intense, peut-être de façon plus fréquente également. Mais si une personne de votre entourage rencontre ces difficultés, ce n'est pas forcément synonyme de sclérose en plaques.
Par ailleurs, nous avons aussi la mémoire épisodique. Celle-ci, ça va être plutôt la mémoire à long terme. Elle nous permet de nous rappeler de ce qu'on a à faire, ce qu'on a fait le matin, la veille, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, quelques années. Voilà, c'est vraiment la mémoire moyen-long terme. Celle-ci est très sensible aussi aux facteurs qu'on a évoqués avant, notamment la concentration, puisqu'elle fonctionne un peu comme une caméra qui va enregistrer les souvenirs sur une cassette. Et si la lumière du projecteur est orientée sur autre chose, donc sur par exemple un facteur d'influence comme les choses à faire, un bruit, une personne rentre dans la pièce, ça va attirer l'attention. Et par exemple dans ce cas présent, votre attention s'est orientée sur la personne qui rentre dans la pièce et plus ce qui est en train de se dire. Donc vous n'écouterez plus et vous ne pourrez donc plus mémoriser ce qui se passe. L'attention a un rôle vraiment très très important et elle est hypersensible à la fatigue, au moral, au stress, au bruit. Donc c'est vraiment un pilier pour la mémoire, la concentration. Cette mémoire épisodique-là, elle peut être perturbée dans la CEP, tout comme la mémoire prospective, qui permet en fait de se remémorer ce qu'on a à faire plus tard. Donc ça va être par exemple des rendez-vous, de souhaiter un anniversaire à quelqu'un le lendemain, etc. C'est des mémoires qui sont toutes assez liées, et comme on l'a vu juste avant, elles ne sont pas nécessairement touchées chez tous les patients, et peut-être pas toutes, et certaines à des degrés variables. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, qui sont généralement peu touchées dans la CEP. Pour la mémoire sémantique, ça va être plutôt l'accès à cette mémoire-là qui peut être perturbé. Celle-ci, ça va être notre encyclopédie mentale. Elle permet de garder en stock toutes les informations de culture générale, nos connaissances sur le monde. Et parfois dans la maladie, ça va être plutôt l'accès donc aux mots au moment voulu. Les mots vont se mélanger. Ensuite, il y aura la mémoire procédurale, elle, c'est les procédures. Donc ça va être par exemple utiliser des logiciels sur l'ordinateur, mettre en route la cafetière, faire du vélo, voilà, c'est toutes les procédures. Celle-ci est généralement peu touchée dans la maladie, mais par contre ça peut être un délai d'apprentissage plus important qui peut être observé. Donc, les personnes ont besoin d'entendre plus souvent les choses avant que ce soit bien enregistré. Mais en soi, celle-ci, généralement, va bien. Donc on voit bien finalement dans toutes ces mémoires le rôle de l'attention et également de la planification, puisqu'il va être important de soulager ces mémoires par le biais de la prise de notes. D'accord, on a compris. Mais donc, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Prendre des notes, à quoi ça sert? Alors la prise de notes, ça sert à beaucoup de choses dans plein de domaines différents. Ça peut servir à la maison, au travail, en situation d'étude, avec des proches, pour des choses personnelles. Ça va permettre de stocker à un endroit des informations utiles, de les reformuler avec ces mots, de les hiérarchiser par importance, urgence. Ça va permettre donc de donner du sens aux informations qui sont parfois très nombreuses et envahissantes. Prendre des notes, ça va permettre de fixer son attention sur ce qui est dit. Par exemple, en réunion, en cours pour les étudiants, le fait de d'écrire, ça va permettre d'être bien concentré à ce qui se dit. Et de prêter attention, de noter, ça va permettre donc de mémoriser pour pouvoir mieux se remémorer plus tard. Et donc de gagner en temps, en efficacité. Si la prise de notes est efficiente, qu'on arrive tout de suite à bien retrouver l'information, on va donc gagner du temps et on ne va pas forcément se perdre en énergie à retrouver quelque part les informations. Et donc ça diminue le stress et la fatigue. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut prendre en note alors?
Il y a différentes choses que l'on peut prendre en note. Il y a 3 grandes catégories. Il y a les notes du quotidien. Donc ça, c'est des choses assez générales. Ça va être prendre des rendez-vous, les choses à faire. Il y a des personnes qui aiment bien noter leur routine pour qu'elle soit en mode pilote automatique. Par exemple, ça peut être une routine du matin à faire. Voilà, elles vont noter les différentes choses à faire. Comme ça, elles sont dans leur vague et le matin se passe et ça peut permettre de limiter le stress face aux imprévus et d'être plus concentré et donc de moins oublier d'éléments. Ça peut être aussi des notes concernant des recettes de cuisine, ça peut être des idées de repas par saison, des listes de courses. Donc il y a des personnes qui font des listes de courses déjà imprimées et il n'y a plus qu'à cocher. Ça peut être aussi des idées d'activités. Le cerveau n'aime pas trop faire des choix et parfois de noter toutes ces activités qui vous font plaisir. Par exemple, vous dites bah, j'aimerais bien prendre un temps pour moi au niveau cosmétique, faire une promenade, lire un livre, faire un jeu cognitif, téléphoner à quelqu'un. Vous pouvez tout à fait vous faire une petite fiche avec des idées d'activités pour vous y référer. Et le cerveau, c'est plus facile pour lui d'avoir une liste plutôt qu'avoir une idée spontanée qui vient. On peut aussi noter les étapes pour organiser un événement, comme un repas de famille par exemple. Noter des personnes à contacter, des procédures. Donc, par exemple, on l'a évoqué avant sur ordinateur, c'est de plus en plus compliqué. Des procédures administratives aussi, pourquoi pas. Des mots de passe, donc en système un petit peu caché, des codes, des numéros d'urgence. Finalement, c'est toutes ces notes du quotidien qui vont être bien utiles. Viennent ensuite les notes spontanées. Celles-ci, c'est dans les situations qu'elles vont émerger. Elles sont plus compliquées parce qu'elles demandent davantage d'attention et de double tâche. Par exemple, lors d'une conversation téléphonique, si vous fixez un rendez-vous, ça va être de noter pendant ou à l'issue de la discussion les informations pour le rendez-vous. Ça peut être une phrase qui vous a fait écho, qui vous a plu, que vous avez entendu dans une discussion, dans un film ou que vous avez lu. Ça peut être des notes sur une émission télé, un film, une lecture, des choses qui vous ont plu. Ça peut permettre de suivre des matchs. Par exemple, on a eu la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps. Ça peut être des visites de musées, par exemple, comme on l'a vu avant, des idées d'activités, des idées de cadeaux. Comme ça, vous les notez, le moment venu, et ben, vous n'aurez plus qu'à piocher dans toutes ces idées. Donc ça va être voilà, les notes spontanées du quotidien qui viennent et qui permettent de se remémorer ces petites choses-là. Et pour finir, nous avons les notes personnelles. Celles-ci concernent plutôt le ressenti, les émotions, les impressions. On pouvait avant parler plutôt de journal intime. C'est un peu moins la mode. Maintenant, c'est plutôt les cahiers de gratitude. Mais on peut tout à fait les remettre au goût du jour avec par exemple des notes sur un voyage. Vous pouvez marquer par exemple tous les jours les activités que vous avez faites, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez mangé au restaurant, pourquoi pas. Ça peut être des décisions, des réflexions autour de choix, de projets divers et variés. Ça peut être des activités de loisirs, professionnels, personnels, des objectifs, par exemple de remise en forme, on en parlait avant, sur des thèmes qui vous font plaisir comme la pêche, le chant des oiseaux, n'importe quoi, la musique, les activités manuelles. Finalement, tous ces thèmes-là qui vous font envie, ça peut être bien et aussi de prendre des notes dessus. De ne pas avoir que à noter les choses désagréables ou qui sont plus engageantes cognitivement, comme tout ce qui est rendez-vous, choses à faire. Ça, c'est très important de les noter. Ça permet aussi de revoir son cheminement. Par exemple, vous pourrez vous y référer plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, voire années, et revoir où vous en étiez.
parce que des fois la mémoire ne retient que ce qu'elle a envie de retenir ou de façon un peu biaisée. Et des fois de relire avec ces mots, ça peut faire écho et ça peut permettre de se rendre compte de certaines choses de façon très positive. Ok, on a compris. Seulement le problème avec la prise de notes, c'est qu'on ne fait plus travailler la mémoire. Alors, ça dépend. Ce sera à vous de jouer le jeu. En fait, la prise de notes, ça permet de déposer quelque part l'information et de libérer de l'espace. Ça limite donc les oublis parce que vous pourrez vous y référer le moment venu. Après, si vous voulez travailler la mémoire, ça va être à vous de jouer le jeu, d'essayer de vous remémorer ce qui est écrit avant de regarder. Ça, vous pouvez le faire dans plein de circonstances. Ça peut être en course, au milieu des courses ou avant de passer en caisse, vous essayez de vous remémorer les articles, de vérifier si vous avez ce que vous avez dans le caddie, ça correspond. Ça peut permettre d'éviter des allers-retours. Donc ça, c'est assez, ça peut être intéressant de vérifier avant de passer en caisse. Aussi, vous pouvez essayer de vous remémorer ce que vous avez inscrit dans votre agenda, les rendez-vous de la semaine, les anniversaires. Notamment si vous utilisez par exemple un code couleur, vous dire il me semble que cette semaine j'ai un truc écrit en vert et un truc en bleu. Comme le vert c'est les rendez-vous médicaux, ah bah oui c'est vrai j'ai le dentiste. Donc ça c'est des choses qui vont stimuler la mémoire au contraire. Plus que ne pas la travailler, ça va être tout l'inverse. Ça va être des exercices quotidiens et plus vous le ferez, plus les informations seront enregistrées en mémoire. On peut bien le comprendre avec les anniversaires. À force d'essayer de se remémorer les anniversaires à venir, ce travail-là va permettre de les enregistrer. C'est un petit peu comme les numéros de téléphone. Aujourd'hui, avec les smartphones, c'est super, on n'a plus besoin de les mémoriser. Il le fait pour nous, on n'a plus besoin de les taper à chaque fois, ça fait gagner du temps. Mais comme on les tape plus, on ne les mémorise plus. Donc pourquoi pas s'amuser à les taper et essayer de se les remémorer si vous voulez apprendre un numéro ou deux en cas d'urgence. Quand le téléphone n'a plus de batterie, ça peut être utile. Voilà, donc c'est d'autant plus de choses qui permettent de travailler la mémoire. Oui, mais rien de mieux qu'un agenda électronique avec des rappels. Alors, l'agenda électronique, ça dépend pour qui, pourquoi et de vos habitudes antérieures. Donc surtout, ne changez pas une équipe qui gagne. Si vous aimez le papier-crayon prendre des notes, faites-le. Si vous aimez tout ce qui est technologie, que vous aimez l'aspect des rappels, que vous avez souvent votre téléphone avec vous, continuez là-dedans. Ce qu'il faut en fait, c'est de trouver ce qui marche pour vous et de le renforcer. On va commencer par tout ce qui est papier-crayon. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sortent, qu'on peut acheter, que ce soit dans les grandes surfaces ou sur Internet. Ce qu'il faut, c'est éviter de les multiplier. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de d'écrire avec le crayon, de faire le geste. Ok, vous pouvez même jouer le jeu. Écrire avec un stylo 4 couleurs pour avoir des codes. Faire des petits dessins. On peut même trouver maintenant des autocollants pour les coller directement dans l'agenda. Ça permet de gagner du temps, que ce soit très visuel, coloré. Pour l'agenda, si vous avez un agenda papier plutôt classique, on recommande plutôt les agendas à la semaine pour avoir une vue d'ensemble. Et parfois, certains proposent une vue au mois. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait avoir un agenda, un grand calendrier mensuel sur une zone clé, comme le frigo, dans l'entrée, sur la porte. Voilà, ça dépend de votre mode de vie, de votre situation familiale. Par exemple, on peut avoir un grand tableau blanc, Velleda. On en trouve pareil de plus en plus. Ça, c'est super sympa. Ça peut être une zone de communication entre les membres de la famille. C'est super visuel. On peut dessiner des zones, mettre des post-it. On peut aussi aimanter des ordonnances, des papiers à prendre avant les rendez-vous. Et puis mettre ce tableau-là à jour qui peut être vraiment dans une zone clé très visuelle et accessible.
Pour tout ce qui est prise de notes, on peut aussi utiliser un cahier. Je recommande le cahier par rapport aux post-it. Les post-it, ça peut être intéressant, tout dépend de leur usage, mais ils ont le mésavantage de pouvoir se perdre, de s'envoler, de se mettre dans une poche et de s'oublier, de passer à la lessive, à la machine. Donc voilà, le post-it, moyen. Tout dépend comment vous l'utilisez. Un cahier, ça permet aussi de revenir en arrière, de voir ce qu'on a fait, d'avoir une date. Même si vous écrivez pas la date, vous pouvez un peu quand même avoir un aperçu de à quel moment ça a été fait. Donc dans la prise de notes, vous pouvez vraiment regarder, il y a plein de beaux outils qu'on peut acheter, qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Par exemple, on peut avoir des calendriers mensuels avec à la fin écrit une zone choses à faire, idées de menu, voilà, tout peut être référencé au même endroit. Il y a vraiment plein de belles choses. Et ça, c'est pareil pour le versant électronique. L'électronique, effectivement, les rappels, ça c'est super. Parce que ça va vous rappeler de regarder. Dans les notes, il va falloir avoir une routine pour penser à regarder vos notes. Ça peut être regarder tous les matins, tous les soirs par exemple, à des moments clés de la journée. Le téléphone le rappelle pour vous, à condition de les activer et de les activer suffisamment en avance. Par exemple, pour les rendez-vous, il faudra mettre les rappels peut-être un jour avant et par exemple 1 heure avant, vous laissez le temps de vous préparer et d'aller au rendez-vous. Ça, c'est vraiment important parce que si ça sonne 5 minutes avant, et ben, vous n'avez pas le temps et ça va être le stress, la course. Et pour le téléphone, vous pouvez aussi les consulter de façon régulière, par exemple tous les matins, pour anticiper la semaine et la journée à venir. J'aime pas trop faire de pub, mais j'ai quand même une préférence pour l'agenda de Google parce qu'il est très facile d'utilisation. Euh, L'agenda est sauvegardé dans le cloud, donc on peut y accéder depuis n'importe où, depuis votre téléphone, le téléphone de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez oublié le vôtre, vous pouvez vous connecter depuis celui d'un proche. On peut accéder depuis l'ordinateur, la tablette, tout se synchronise. On peut mettre dans l'agenda aussi différents membres de la famille. Et puis on peut intégrer directement les choses à faire. Il est assez complet, facile, avec des codes couleurs également. Donc ça, c'est pas mal du tout. Avec le téléphone, il y a aussi plein d'applications qui sortent maintenant. Vous pouvez vous amuser à fouiller en fonction de vos besoins, mais il y a vraiment plein de choses. On peut aussi l'avantage utiliser l'enregistrement audio. Par exemple, une place de parking, vous pouvez vous dire je suis garé dans place 26 allée B. Ça va vite à écouter, à supprimer. Il y a des personnes qui vont faire des albums photos par domaine. Par exemple, ils vont souvent au cinéma, ils vont prendre en photo les affiches de films et puis les garder. Il sera plus facile pour eux de les consulter et puis ça va permettre de se remémorer plus facilement ce qu'ils ont vu. Également, qui est assez nouveau, ça va être les montres connectées, qui peuvent être intéressantes parce que elles sont intuitives. Par contre, attention, les montres connectées, elles s'imposent à vous. Elles sont toujours au poignet, elles vibrent et elles perturbent la concentration. Donc si vous en avez une, pensez bien aux moments clés. Par exemple, si vous faites des papiers, que vous êtes en conversation, au cinéma par exemple, pensez à la mettre en silencieux, à enlever le vibreur, parce que tout ça, ça va venir couper l'attention. Et donc, qui coupe l'attention, qui perturbe la concentration et donc la mémoire. Finalement, comme vous le voyez, il y a plein d'outils. Peut-être un peu trop. Et c'est là où il va falloir faire son choix, identifier ce qui fonctionne pour vous et le maintenir, le consolider, aller plus loin dans votre démarche. Prendre des notes sur les choses à faire, d'accord. Mais j'ai entendu dire qu'il existait 4 erreurs classiques. On en parle? Bien sûr. Alors, la première erreur, ça va être de multiplier les supports et d'éparpiller les informations. Donc, il vous faut trouver un outil qui va être facile à transporter, facilement accessible et à utiliser. Si par exemple vous optez pour quelque chose de papier,
Évidemment, un calendrier mural dans la cuisine, ça va être compliqué de l'amener en rendez-vous. Euh, il y a plusieurs options. Ça peut être par exemple des personnes qui prennent en photo avant d'aller au rendez-vous et comme ça ils peuvent voir s'ils sont disponibles ou pas. Euh, il faut éviter de les multiplier. Par exemple, si vous avez un petit agenda pour noter les rendez-vous et puis parfois vous le mettez un peu dans le téléphone et parfois vous le reportez dans le calendrier mural et puis sur l'ardoise et puis vous envoyez un petit SMS, ça va faire trop, vous êtes sûr qu'il va y avoir des doublons, des erreurs, des omissions. Donc ça, c'est pas bon. Euh, il faudra anticiper selon vos habitudes. Évidemment, le téléphone, c'est facile à transporter. Il faut qu'il soit chargé en batterie. Pour tout ce qui est papier, bah, il faudra penser à le prendre avant de partir. Avoir un crayon avec soi et qui soit facile à utiliser. Le mieux, c'est de tout combiner au même endroit. Si par exemple, vous avez des choses à faire que vous souhaitez les noter, ça peut être intéressant de les intégrer directement à l'agenda pour vous organiser. Par exemple, vous souhaitez euh, poser un colis à la poste, vous pouvez regarder dans la semaine ce que vous avez à faire pour faire 2 en 1, éviter les allers-retours et du coup limiter la fatigue. Donc surtout, ne pas éparpiller l'information partout, comme on l'a vu avec les post-it, c'est encore plus le risque. Donc le mieux, c'est de tout centraliser. Rendez-vous, choses à faire, et que ce soit facilement transportable. La deuxième erreur, ça va être d'avoir une liste surchargée. En effet, une liste surchargée, ça peut faire peur. Si vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et que vous voyez une liste comme ça, pleine de choses, et ben, ce qui va se passer, c'est certainement que vous allez avoir envie de poser cette liste et puis de ne rien faire. Ou alors de privilégier les choses moins importantes, moins urgentes, et euh, ça va pas aider finalement. Cette liste-là, ça va faire plutôt qu'empirer les choses. Le mieux, ça va être de l'organiser. Vous pouvez l'organiser par catégorie, j'ai mis des exemples. Ça peut être des catégories personnelles, donc vos activités de loisirs, du temps pour vous, euh, tout ce qui est familial, les rendez-vous, par exemple si vous avez des enfants, euh, les rendez-vous de famille, l'organisation de la maison, des tâches ménagères, administratives, d'autres catégories pour le travail. Mais le mieux, c'est de scinder. Vous pouvez noter aussi un temps estimé, une durée pour cette liste-là, faire des sous-étapes, sans trop détailler non plus parce que ça rallonge la liste. Mais vous pouvez trouver un juste milieu et mettre quelques sous-étapes si vous avez un grand objectif. Ça va vous permettre d'avancer quand même un petit peu. Et un petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez votre liste de choses à faire, et ben pourquoi pas avancer un petit peu dessus. Ce sera toujours ça de prix. Et ça va vous permettre d'étaler les activités pour limiter la fatigue. La troisième erreur, ça va être de lister sans planifier. Ça rejoint ce qu'on a vu un petit peu avant. Donc ça va être, vous pouvez vous aider de ce qu'on appelle la matrice des priorités. Vous pouvez tout à fait la retrouver sur Internet de façon visuelle. Finalement, c'est un axe avec ce qui est important, ce qui est urgent. Et au début, vous pouvez passer par l'écrit et ensuite le faire mentalement. Euh, Toutes ces choses-là à faire que vous aurez catégorisées, vous pouvez essayer de les hiérarchiser. Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que c'est vraiment important? Le but, ça va être de séparer les choses pour faire en premier celles qui sont vraiment dans cette catégorie-là. Parfois, il y a des choses urgentes, mais pas forcément importantes. Et dans l'autre sens, des choses importantes, mais pas urgentes. Dans ces cas-là, il va falloir l'écrire dans l'agenda, la planifier. Par exemple, payer les impôts. Si vous recevez une facture avec une date à respecter, il y a des personnes qui préfèrent le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Et il y en a d'autres, c'est pas le bon moment quand elles lisent le papier, donc vous pouvez tout à fait l'inscrire. En prenant le temps de bien organiser ces choses-là. Si par exemple vous vous dites
je vais essayer de le planifier ce jeudi. Ok, mais alors qu'est-ce que j'ai ce jeudi? Est-ce que j'ai pas déjà un rendez-vous, par exemple chez le kiné? Si vous avez, si vous avez des courses, donc limitez des grosses journées à rallonge, vous n'allez pas faire les impôts après les courses et le kiné. Donc le but, ça va être d'anticiper pour avoir des journées assez égales en termes de charge et de pouvoir gérer les imprévus. Si ce jour-là, il y a un imprévu qui arrive, que vous aviez prévu de faire telle activité, et ben c'est pas grave. Vous le replanifiez au lendemain, au surlendemain. Si vous avez un pic de fatigue, c'est pas grave. Vous le réécrivez. Le but, ça va être de lui laisser cette place d'importance. Et plus on la reporte, plus ce sera une place urgente importante. Mais le but, c'est pas de se mettre la pression, c'est de prendre les choses et d'essayer de les identifier pour les placer au moment le plus adéquat où vous serez disponible tant au niveau de la fatigue, moralement, physiquement, et de limiter les déplacements, les allers-retours. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez soit les noter sur un jour précis, et il y a des personnes qui préfèrent plutôt se dire cette semaine et marquer toutes les choses à faire dans la semaine. Donc si à un moment donné elles ont 15 minutes devant elles, elles regardent cette liste à faire à la semaine et puis elles prennent ce qui peut rentrer dans ce timing. Donc finalement le but ça va être de s'organiser, de planifier sur la journée, sur la semaine et puis pourquoi pas le mois, voire plus, pour regrouper et puis libérer de l'espace. Et la dernière chose, la dernière erreur, ça va être de s'oublier. Prenez du temps pour vous. Planifiez dans votre agenda les activités qui vous font du bien et qui rechargent vos batteries. Ces activités-là, elles vont être importantes mais pas urgentes. Donc ça va être par exemple, vous voulez vous remettre à un peu de la lecture, vous voulez refaire une activité sportive, vous voulez vous faire des soins dans la salle de bain, vous voulez téléphoner à des proches. Toutes ces choses-là, elles sont importantes pour vous, elles vous tiennent à cœur, mais elles vont pas être urgentes. Toutes les impératifs du quotidien vont prendre le pas et vous pourrez vite les mettre de côté au détriment de tout ça et donc vous oublier. Alors qu'au contraire, les réaliser, ça va vous permettre de recharger les batteries et d'être plus disponible, plus efficace pour faire les autres. Anticipez également la fatigue, les temps de pause. Dans ce même ordre d'idées, si vous avez décidé cette journée-là de faire des activités, essayez de prévoir des temps de pause, essayez de vous observer. Il y a des personnes qui ont régulièrement un pic de fatigue au même moment dans la journée, où cette fatigue-là va être de plus en plus importante. Donc elles vont privilégier certaines activités moins coûteuses le matin, et pour autant, il faut quand même prévoir des pauses le matin. Si vous êtes fatigué que l'après-midi et que vous faites tout le matin, vous aurez forcément un contre-coup qui sera encore plus intense puisque vous aurez vraiment mis tout le paquet le matin. Il va vraiment falloir inclure des pauses, inclure des moments ressources qui permettent de vous faire du bien. Ça, c'est très très important et c'est important de le noter. Comme on dit, ça va être de prendre rendez-vous avec vous-même. Vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous faites en sorte de l'honorer, d'être à l'heure, et là c'est pareil. Vous avez un rendez-vous avec vous-même, et vous faites en sorte de trouver de la place pour ce moment-là, pour vous, pour recharger les batteries. Ça va aussi vous permettre de prendre des moments disponibles aussi ensuite pour vos proches, et puis pourquoi pas noter toutes ces choses-là, noter ces beaux moments qui vous font du bien. Ça peut être des petites bulles, parfois même 5-15 minutes. C'est vraiment ressourçant et ça suffit, ça fait du bien. Notez-le. Pour conclure, donc la prise de notes, ça permet beaucoup de choses. On peut prendre plein de types d'informations en notes. C'est très intéressant parce que ça permet de s'organiser, de planifier, de libérer de l'espace mental, donc de libérer du stress, d'amenuire un peu la fatigue. Ça facilite la communication, par exemple tout ce qui est choses à faire, rendez-vous. C'est bénéfique pour la mémoire,
Euh, si vous vous amusez à faire ce travail-là, d'essayer de vous remémorer les choses avant de les regarder, ça peut être un bon exercice. Euh, Finalement, ce qui est important vraiment dans la prise de notes, ça va être de, de ne pas s'éparpiller, de choisir ce qui vous correspond en fonction de vos habitudes de vie, votre situation familiale, professionnelle, personnelle, de vos loisirs. Essayez de prendre un temps pour vous observer. Observez vos besoins, observez ce que vous oubliez régulièrement. Est-ce que vous oubliez plutôt les anniversaires, les choses à faire? Est-ce que vous oubliez quand vous êtes pressé, quand vous êtes fatigué, quand il y a trop de choses, quand il y a du bruit? Essayez d'analyser tous ces facteurs-là qui accentuent les oublis et de les prendre en compte, de les anticiper. Et n'hésitez pas à essayer des outils. Peut-être que la première fois, vous essayerez un outil, puis ça ne vous conviendra pas spécialement. Ben, c'est pas grave, vous avez essayé. Prenez ce qui est utile, ce qui vous a porté bénéfice, et essayez un autre outil, en utilisant ce qui a été intéressant sur le premier. Et comme ça, essayez de construire au fur et à mesure ce qui vous correspond à vous. Et parlez-en à vos proches. Si c'est un outil notamment global, mais même si c'est juste pour vous, si vous avez des proches, notamment dans le même foyer, partagez votre démarche, partagez l'outil que vous avez choisi pour qu'ils puissent s'en saisir également. Et pourquoi pas noter eux aussi les choses à faire, leurs rendez-vous. Ça vous permettra d'éviter de demander, ça limite les répétitions. C'est vraiment un outil de communication intéressant. Ça peut peut-être même permettre de limiter certaines tensions. Donc tensions dans le foyer, mais aussi tensions internes, parce que les difficultés de mémoire peuvent être très pesantes au quotidien. Et ça peut vite faire boule de neige avec la fatigue, le stress, la charge mentale. Et donc il y a plus de difficultés de mémoire, plus d'oubli. Et donc plus de stress, plus d'oubli. Et ça peut vite faire une spirale. Donc, la prise de notes, ça permet de tout mettre à plat et de repartir sur de bonnes bases pour le quotidien, essayer d'avancer. Donc vraiment, saisissez-vous de ces outils, personnalisez-les et vous verrez certainement beaucoup de bénéfices. Je vous remercie pour votre attention. Comme je l'ai précisé au début de cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir, soit donc par message, par mail. Vous pouvez également contacter le réseau par téléphone. Et également, si vous avez un souhait pour d'autres webinaires, que ce soit autour de la neuropsychologie, donc les fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, d'autres domaines qui me concernent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si vous avez d'autres domaines qui peuvent concerner plutôt mes collègues, n'hésitez pas également, c'est avec grand plaisir qu'on proposera d'autres webinaires et si possible qui répondent vraiment à vos demandes, à vos attentes. C'est donc encore un grand merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.